admise. Aucune discussion, aucun compromis, aucune participation à quelque processus électoral que ce soit ne saurait être envisagé en dehors de la reconnaissance préalable expresse et sans ambiguïté de la volonté souveraine du peuple camerounais telle que clairement exprimée le 12 octobre 2025. C'est ce que dit, citation, l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. À l'opposé, le MRC, qui a été contraint de passer par le Manidem pour proposer un candidat et dont le dossier avait été recalé par l'ECAM puis par le Conseil constitutionnel, s'active pour les prochaines élections législatives et municipales. Un double scrutin qu'il avait boycotté en 2020 avec des conséquences politiques qui s'en ont suivi. L'impossibilité d'avoir des élus, conditions pour présenter un candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Quelle analyse faut-il faire de ces prises de position des partis d'opposition? L'opposition gagnerait-elle à aller ou pas aux prochaines élections municipales et législatives cette année? Quelle stratégie pour quels résultats? Nous décryptons ce sujet ce matin avec nos invités. D'abord avec nous en studio, nous accueillons Aloïse Onana. Aloïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Donald Kamdan. Bonjour à ceux qui nous suivent à travers la radio, à la maison, dans les voitures et qui certainement se rendent au travail qui est voulu et béni des yeux, comme le rappelait si bien le pape Paul VI. Bonjour à tout ce monde. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et analyste politique. Nous accueillons au téléphone également Dimitri Amedetoko. Dimitri, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald, bonjour chers auditeurs. Je suis en même temps pas de course, donc ça risque d'être un tout petit peu haché parce que je suis en train d'aller à ma voiture pour aller au travail. Mais je ferai tout ce qui est possible pour être présent à cette émission. Merci d'être en ligne avec nous ce matin de Paris en France. Notre troisième invité, c'est Jean-Marie Emombalemi. Jean-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, les invités, bonjour à vous, merci de m'associer à cette matinale qui décrypte l'actualité. Voilà, nous allons la voir dans quelques instants. Nous tentons de la voir pour qu'elle se connecte. Maître Alice comme avocate au barreau du Cameroun, mais surtout porte-parole de Issa Tiroma Bakari à cette élection présidentielle passée, celle du 12 octobre 2025. Maître Alice comme qui devrait se connecter, on l'aura dans quelques instants. Notre quatrième invité ce matin, c'est Ismaël, donc membre du FCC, le Front Camerounais pour le changement, le parti dont le porte-étendard n'est nul autre que Jean-Michel Nitieux, qui se prépare également pour ces prochaines élections au Cameroun. Voilà notre panel de ce matin. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du débat comme chaque matin, un sujet de mise en bouche, le sujet de ce matin. Nous évoquons le silence du gouvernement après le massacre de mercredi dernier. Vous vous souvenez que Andou, dans le département du Ndongamantoum, dans la région du nord-ouest, au moins 14 personnes ont été tuées, essentiellement des compatriotes de la communauté Mbororo, établie dans cette région depuis de nombreuses années. Alors, une attaque des séparatistes menée dans cet arrondissement, connu pour être l'un des arrondissements les plus paisibles de ce département, a donné lieu à ce massacre. C'est le sujet de ce matin, l'homme Agnero. Alors, le sujet de ce matin, le silence du gouvernement près d'une semaine après le massacre de Ndou dans la région du nord-ouest du Cameroun. Tout à fait. Alors, comment comprendre qu'un massacre d'une telle ampleur, Aloïse Onana, reste sans communication près d'une semaine après? On sera mercredi dans 2 jours, c'est-à-dire qu'on est à 5 jours aujourd'hui, après ce massacre, aucun communiqué officiel, même s'il faut reconnaître que le gouverneur de la région du nord-ouest, qui est totalement compétent pour ce cas, s'est exprimé sur le sujet. Est-ce que le sujet n'est pas assez grave pour que le gouvernement central prenne la parole? Déjà, dès qu'on parle des vies humaines qui sont en jeu, qui ont été perdues, logiquement, l'opinion s'attend à ce que le gouvernement au moins apporte des éléments plus clairs sur la situation. Les éléments que l'opinion a vus jusque-là sont ceux qui ont été puisés dans la presse, c'est-à-dire qu'on relate un peu l'origine de la bruit, l'origine du massacre, pour être bien précis, qui remonte à une altercation
entre l'armée et les séparatistes. Et il a donc été expliqué que le massacre est la conséquence des représailles des séparatistes qui ont estimé que c'est la population qui avait servi de formation ou alors de source de formation à l'armée. Donc pour punir cette population-là, ils sont donc venus massacrer la population. Alors mais si c'est moi qui le dis, ça n'a pas la même portée que venant de René Emmanuel Sadi par exemple. Ça aurait été encore mieux que ça vienne d'une voie gouvernementale, c'est-à-dire qui explique point par point ce qui s'est réellement passé, surtout que il semble qu'il y a eu des enfants de 2 ans qui ont été massacrés. Donc logiquement, on s'attendrait... De 7 ans, 11 ans entre autres. Et plus, et même des personnes âgées. Le gouvernement aujourd'hui se tait et ne communique pas. On prend un épisode qui a marqué l'opinion, c'est le jour où on parle du 50-50. Le président sera candidat ou pas. Vous avez vu comment est-ce que la com ce jour-là au niveau gouvernemental avait été proactive, c'est-à-dire qu'en matinée, un ministre parle et dans l'après-midi, dans la soirée, un autre réagit. Donc quand il s'agit de préserver la stabilité d'un parti, et bien tout de suite, la communication, elle est plus active, elle est proactive. Et là, on a des vies humaines qui ont été sauvagement arrachées, tout de suite, c'est silence à radio. J'imagine que, ayant fait cette sortie aujourd'hui au niveau de Radio Equinox, comme vous le faites, ça pourrait peut-être amener les uns des autres à sortir de leur torpeur, question d'apporter à l'opinion ce qu'il en est exactement. Mais le silence aujourd'hui est un silence qui inquiète, qui envoie un message, c'est que des vies qui ont été massacrées ne semblent pas être importantes aux yeux du gouvernement. Ce silence-là donne ce message-là. Donc, pour annihiler ceci ou faire dissoudre cette appréciation, il faudrait que le gouvernement communique et qu'il communique et en disant aux Camerounais, à ceux-là qui sont attachés à la vie humaine, aux questions des droits de l'homme, leur dire exactement ce qui s'est passé. Jean-Marie Badeni, au niveau de la presse, le sujet a été traité avec beaucoup de gravité puisqu'il s'agit de 14 vies humaines supprimées là dans la région du Nord-Ouest. Aloïs Zola vient de le rappeler, les séparatistes en sont pris à la communauté Mborovo qu'ils accusent d'avoir renseigné les forces de défense et de sécurité il y a quelques semaines et ce renseignement qui a permis de neutraliser un certain nombre de ces insurgés. Est-ce que pour le gouvernement, on dédramatise en estimant que voilà, il n'y a rien de grave, alors que certains acteurs, analystes politiques, s'émeuvent de cette tribalisation de ce conflit? Non, Donald, surtout pas. Vous savez, chaque vie humaine dans un pays compte. Et on ne peut pas expliquer que 14 citoyens serait quelque chose de simple. Vous savez, dans des pays où la démocratie fonctionne normalement c'est le procureur général de la région concernée qui ferait une sortie publique. Et cette sortie-là, il est accompagné des médias parce qu'il faut pouvoir expliquer au moins aux Camerounais ce qui s'est passé et marquer c'est-à-dire condamner ces cas. Or, ici, ce qui est attendu, c'est la sortie d'un gouvernement, c'est-à-dire une sortie publique, la parole publique du gouvernement. Mais on a le chef du gouvernement qui a quand même fait un tweet, ou si peut-être ça vous a échappé, le Premier ministre, au lendemain de ce massacre, il a fait un tweet. Dans ce tweet, il condamnait déjà le massacre et il réaffirmait la volonté du chef de l'État à préserver la paix et la stabilité dans le pays. Mais sauf que ça, c'est pour ses abonnés, on peut le dire, la communication gouvernementale qui est portée par le ministre de la Communication, on se sera attendu à ce qu'il monte rapidement au créneau et comme l'a dit Aloïs, qu'on n'ait pas le sentiment que le gouvernement ne prend la parole que lorsque ses intérêts propres sont menacés. Et que lorsqu'il s'agit de vies humaines, et les compatriotes, c'est-à-dire que sentent qu'ils sont protégés et que leur vie compte sur le territoire, surtout le territoire national. Or, ce n'est pas le sentiment qu'on a aujourd'hui et c'est bien dommage. D'accord, merci pour ces premières interventions. Dimitri Amédée, tout quoi est-ce que vous entendez parfaitement? Est-ce que la qualité de la liaison avec Paris est bonne? Je vous entends très bien. Je suis en Côte d'Azur, pas à Paris. Je suis à Nice. Alors, vous êtes plutôt à Nice, dans le sud de la France.
Voilà. Alors, un commentaire bref sur ce silence du gouvernement. Est-ce que, voilà, il n'y a rien de grave à signaler pour les autorités, peut-être, et qu'on prend peut-être le temps de préparer une communication peut-être plus consistante? Comment est-ce que vous interprétez cela, Dimitri? Je pense que ce qui se passe, ce drame malheureux est l'une des déclinaisons de la situation de cette minorité ethnique-là dans le Nozo. Ça ne date pas d'aujourd'hui, en réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, historiquement, cette communauté qui est essentiellement en fait une communauté, qui est un peuple d'éleveurs, est en conflit permanent avec des agriculteurs et notamment des investisseurs. J'ai, n'est-ce pas, en tant qu'huissier de justice, parce que je suis huissier de justice un certain nombre d'années au Cameroun, et dans le cadre de mes activités à la Ligue des droits de l'homme et liberté avec Maître Joseph Lawadi Tati, nous avons connu de près cette situation dans laquelle, dans un premier temps, le milliardaire Aladi Dantoulou avait exproprié totalement, avait arraché, pour utiliser le terme le plus approprié, terre, n'est-ce pas, de ces éleveurs-là, et il était réduit, confiné, n'est-ce pas, à un espace qui ne leur permettait pas d'exercer tranquillement leurs activités d'élevage. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait que le FDF, étant le parti important dans la région, cette petite communauté a cru devoir se constituer en un petit groupe, n'est-ce pas, en un groupe affilié au pouvoir. Il faut encore traiter. C'est-à-dire un groupe affilié au pouvoir pour demander protection à la fois contre les populations qui historiquement étaient les plus anciennes sur le terrain et contre, n'est-ce pas, les velléités d'expansion de Aladi Dantoulou, qui a des territoires qui correspondent exactement à plusieurs villages là-bas. Impressionnant. Donc, quand vient le conflit dans nos eaux, notamment cette guerre que nous connaissons, cette guerre malheureuse que nous connaissons, ces populations se désolidarisent, n'est-ce pas, dans le cadre, dans l'esprit du conflit ancien qu'elles ont avec les populations qui historiquement sont installées sur le terrain depuis plusieurs années. Donc elles se désolidarisent de ces populations qu'on dirait dites anglophones. Et c'est ça dans la logique gouvernementale. Elles sont utilisées, il faut dire les choses telles quelles, par le gouvernement pour tenter, n'est-ce pas, de réduire la résistance anglophone, de réduire, n'est-ce pas, la rébellion anglophone, de filtrer la rébellion anglophone. Elles sont utilisées comme des indices, finalement, n'est-ce pas, dans cette partie du pays. Et il se crée dans une espèce il y a donc cette ambiance de conflit luttant qui existe depuis quelques années déjà, dans le cadre de ce conflit général entre ces deux communautés qui se regardent en chien de faïence. Ce n'est pas la première fois qu'intervient un incident de cette nature entre la population. Pour regarder dans l'histoire, n'est-ce pas, de la guerre au Toulon, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre d'incidents de cette nature, de crimes même de cette nature-là, dans lesquels on retrouvait des populations Bororo avec des armes, c'est-à-dire avec des armes de guerre. Qui leur a donné également ces armes-là? C'est-à-dire instructions, elles ont trouvé moyen de se munir d'armes et d'être résolument des acteurs, n'est-ce pas, le premier plan du conflit. Merci. En réalité, c'est un conflit fabriqué par le gouvernement. C'est pourquoi on se retrouve. Je veux dire que l'implication des Bororo est le fait du pouvoir. C'est pourquoi ils sont en très grande difficulté. Merci. N'est-ce pas, dans cette situation. Merci, c'est entendu. Merci de rester en ligne avec nous, Dimitri. Je vous prie de couper votre micro parce que il y a quelques interférences sonores qui perturbent la qualité de l'écoute. Je vous prie de couper votre micro pour quelques instants pour qu'on essaye de vous reprendre dans de meilleures conditions. Nous accueillons Maître Aliscom. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Maître Aliscom. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais
Évidemment, vous nous parlez ce matin comme porte-parole de Issa Tiroma Bakari. Quand c'est deuxième officiellement à la dernière élection présidentielle. Nous accueillons également avec nous dans ce studio Ismaël Danko. Ismaël, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour aux co-discutants, bonjour à toute l'équipe technique derrière cette grande émission. Nous disons bonjour à tous les millions de téléauditeurs de la chaîne du peuple. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà notre plateau qui est désormais complet. Je vous passe la parole, Maître Alice. Comme je citais en début de cette émission, de cette rubrique, ces propos du candidat classé officiellement deuxième à la présidentielle du 12 octobre dernier. Aucune discussion, aucun compromis, aucune participation à quelque processus électoral que ce soit ne saurait être envisagée en dehors de la reconnaissance préalable, expresse et sans ambiguïté de la volonté souveraine du peuple camerounais telle qu'elle s'est déclarée, qu'elle s'est clairement exprimée le 12 octobre dernier. Ce sont les mots de Issa Tiroma Bakari que vous avez mis à la disposition du public en tant que son porte-parole. Maître Alice, comment est-ce que vous comprenez la surprise d'une bonne partie de l'opinion qui s'attendait à ce que le FSNC, qui a engrangé un capital sympathie important lors de cette élection du 12 octobre 2025, aille aux élections législatives et municipales pour confirmer sa santé? Non, je pense que je dois répéter ce que le président élu légitime m'a dit. Il faut être logique avec soi-même. Le 12 octobre est écoulé, c'est-à-dire il y a 3 mois. Il y a eu une grande élection, la plus importante, au cours de laquelle le peuple souverain a exercé son pouvoir de nommer celui qui sera le chef du pouvoir exécutif et qui assure la présidence de la République du Cameroun pendant 7 ans. C'est une élection qui a été massive et qui s'est déroulée sous le thème du changement. Et effectivement, les résultats sortis des urnes ont montré que l'organisateur de cette élection, qui était un candidat, et le candidat sortant, avait perdu au profit du président légitime Issa Tiroma Bakari. Tout le monde a ses procès-verbaux. Les preuves de ce que je dis sont détenues par le président élu. Et par conséquent, pour moi, nous ne pouvons pas accepter de continuer dans la vie de notre nation à piétiner les fondements même de cette nation, qui sont la démocratie, la liberté, la paix, pour que le reste puisse suivre, et notamment le développement. Et on ne peut pas continuer à dire, ok, on fait comme si. C'est bien beau, bien sûr, que le président légitime, qui aujourd'hui, avec le courant de sympathie qu'il a porté au pouvoir à la surprise générale, là où on attendait le professeur Kapto, et qu'on a pris le soin d'enlever de la course, alors que ça a été un avocat brillant à qui le président de la République actuelle et candidat à cette élection a confié la défense du dossier Cameroun et qu'il a gagné pour le Cameroun. Et ils ont été jusqu'à lui dire qu'il ne peut pas se présenter à une élection. Est-il un repris de justice? Non. Et a-t-il un casier judiciaire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait sinon des bienfaits pour le pays? Vous savez, quand on arrive à poser ce genre d'acte, le professeur Kanto est une sommité internationale en matière de droit. Nous le savons puisque c'est lui que nous avons été constitués comme avocat quand le Cameroun a été menacé. Vous voyez ce que le président a été capable de faire. Alors, lorsqu'il échoue, lorsqu'il subit le rejet de sa politique par le peuple le 12 octobre, sorti des urnes, il n'a pas fait de campagne électorale, méprisant vraiment le peuple.
il n'est pas venu vers nous pour nous demander de renouveler son mandat, le 7e ou le 8e. Il comptait sur quoi? Sur la machine de fraude qu'il avait soigneusement construite. Et c'est cette machine qui a eu le dessus, puisque cette machine est composée, des commissions électorales, de l'ECAM, et de celui qui proclame les résultats. Quoi que vous fassiez, si vous tenez la personne, la bouche de la personne qui proclame le résultat, vous avez gagné toutes les élections. Parce que c'est ce qu'il va proclamer qui s'appellera le résultat. Or, on va oublier que le peuple a ses bulletins. Le peuple qui a voté sait qui il a voté. Alors, maître... Ce mandat-là, Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends parfaitement le président Issa Chiroma qui dit que sorti meurtri, vraiment choqué par tant de fraudes massives, par quelqu'un qu'il avait appelé à son gouvernement à l'époque, en qui il avait encore beaucoup d'estime. Oui, maître Aliscombe. Oui. Non, il a dit je n'irai pas aux autres élections. Parce que je ne vois pas ce qui peut sortir de mieux ou de différent par rapport au respect des résultats des urnes. Alors, maître Aliscombe, tout à fait, et que vous avez bien voulu mettre à la disposition du public national. Alors, il dit ceci, Issa Bakary, je le cite, à ma qualité de président légitime de manière claire, établie et incontestable, je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin. Le peuple m'a confié un mandat précis, conduit le changement à la présidence de la République. Je ne trahirai ni ce mandat, ni la souveraineté populaire. Maître Aliscombe, la question, la deuxième, pour cette première prise de parole que je souhaite vous poser, c'est aujourd'hui de façon concrète, quels sont les leviers sur lesquels Issa Bakary veut se faire restaurer ses droits, c'est-à-dire cette victoire qu'il réclame, qu'il continue de clamer pour cette victoire, cette élection, qu'il réclame à cette élection présidentielle de 2025. Il est en exil en Gambie depuis plusieurs mois déjà. D'après nos informations, il n'a même pas la possibilité de s'exprimer clairement, d'appeler à des mobilisations de rue au Cameroun, parce que le gouvernement du pays d'accueil pourrait le mettre à la disposition des autorités camerounaises éventuellement. Vous nous recadrez si ces informations ne sont pas exactes. Clairement, comment est-ce qu'il compte aujourd'hui poursuivre le combat puisqu'il est en exil, c'est-à-dire loin du Cameroun? Vous me posez une question à l'envers. Comment est-ce que le peuple qui a exercé un pouvoir, qui a pris une décision, va faire pour l'exécuter et le rendre exécutoire sur le terrain? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous portez plainte contre quelqu'un qui occupe votre maison, vous avez le titre foncier, et que le tribunal ordonne son expulsion, il vous dit de le faire par tous les moyens, prenez la police, faites ce que vous. C'est vous qui devez exécuter la décision. C'est le peuple, ce n'est pas lui. Lui-même est en exil. C'est-à-dire que le candidat à la bouche du peuple est en exil. Et ça ne dérange pas le peuple? Ne renversons pas les rôles, s'il vous plaît. Sinon, on va faire le jeu de fraudeur. Ne renversons pas les rôles. Le peuple a commencé un processus. Il a voté, il a décidé. Sa décision est irrévocable, irréversible. Il faut que le peuple l'exécute. Et il y a des avantages qui sont attachés à cette décision. Le logement. Est-ce que le logement est libre? Il y a la sécurité. Est-ce qu'il peut venir ici? Le peuple peut le conduire avec le vote qu'il a prononcé, la décision, l'installer dans les maisons, la maison qui est réservée par le peuple, parce que le titre qui appartient au peuple camerounais. Est-ce que le peuple a fini son travail? Non. Ce n'est pas celui qu'on a nommé. Non. Un fonctionnaire, on te nomme, on te donne une réquisition, on te paye le transport, on te déplace jusqu'à le lieu d'affectation, on te montre le logement, parce que c'est un avantage qui est attaché à la fonction qu'on vient de te confier. Si nous ne mettons pas les rôles à leur place, si nous ne mettons pas les choses dans leur place normale, comme ça se fait dans tous les pays, en Amérique, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un est élu et c'est une autre personne qui va occuper la Maison Blanche.
Parce que la Maison Blanche, c'est la maison que le peuple a prévue pour loger la personne qu'il a décidé de mettre au pouvoir pendant une durée connue. D'accord. En France, ça s'appelle l'Élysée. Ça s'appelle l'Élysée. C'est la maison du peuple français. C'est là-bas que les Français vont loger les personnes qui sont. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent ici au Cameroun? D'accord. C'est vraiment différent. Mais carrément le contraire. Ça va nous amener où? Droit dans le fossé. Parce qu'on fait les choses à l'envers. On ne doit pas l'accepter. Je vous prie de rester à l'écoute, Maître Aliscom, je vous en prie, puisqu'on va donner la parole à Aloïse Onana. Aloïse, malgré ces éclairages de Maître Aliscom, on perçoit très bien dans l'opinion publique que beaucoup sont surpris. Beaucoup sont peut-être surpris, mais davantage, beaucoup sont déçus. Déçus parce que vous avez évoqué la sympathie du parti de Chiroma. Le FSLC. Et lorsqu'on a parlé, on a évoqué l'arrivée prochaine des municipales et législatives. Beaucoup ont donc rêvé devenir soit député, soit maire, sous la bannière du FSMC. Alors, lorsque le communiqué du président Chiroma est rendu public, cela désormais interdit à tout cela de rêver d'autre chose, de rêver à la mairie ou alors de rêver à la députation. Et puis, plus loin, la déception vient du fait que, par le passé, il y en a qui ont connu les mêmes réalités. C'est-à-dire que, Maître Aliscom évoquait. Le MRC en l'occurrence. Le MRC. On va y revenir, garder le fil de votre argumentation, s'il vous plaît. On prend d'abord la pub de 8 et on vous retrouve dans quelques instants.
Du matin autour de cette prise de position des formations politiques de l'opposition au sujet des prochaines élections législatives et municipales. Aloïs Onana, vous parliez de ce sentiment de déception qui semble animer une partie de l'opinion après cette annonce en fin de semaine de Issa Chiroma Bakary. La vie politique, justement, donc, est faite généralement de déceptions. On en a connu par le passé, mais pour autant, ces candidats n'ont pas cherché à arrêter, à décapiter la vie politique de leur parti politique. Je prends un cas. Nous sommes en 2000. Vous vous souvenez encore bien de la fameuse élection présidentielle entre Al Gore et George Bush. Aux États-Unis. Al Gore est totalement déçu, si bien qu'il a renoncé à la vie politique jusqu'aujourd'hui pour se consacrer essentiellement au climat. Et pour autant, le Parti démocrate n'est jamais mort. Al Gore était tout en colère, et il était très déçu, mais le parti il a avalé les couleuvres et le parti a continué à exister jusqu'aujourd'hui. Peut-être que le second cas que je commençais à évoquer, c'était le MLC en 2018. Peut-être là, c'est un peu différent des États-Unis, mais c'est que je voudrais qu'on retienne au niveau des États-Unis. En 2020. Le boycott, c'était en 2020. En 2020, mais ce que je voudrais beaucoup plus mettre en exergue au niveau des États-Unis, c'est la détermination. Et puis, c'est un candidat qui a dit sa déception et s'est retiré. Le parti a continué au point où ils ont eu des présidents. Je pense que Barack, par la suite, a été président. Donc, si donc le parti avait carrément dit non, on ne parle jamais pas à la vie politique, je pense qu'on n'aurait jamais connu Barack Obama. Donc, ce cas-là, pour dire que le communiqué du président Chiroma est un communiqué qui vient créer plusieurs problèmes. Le premier problème qui apparaît déjà en filigrane, c'est le bicéphalisme au sein du FSNC. Parce que vous aurez forcément des déçus, et ces déçus-là sont des gens qui, dans une certaine mesure, seraient très disposés à aller coopérer avec le régime. Question d'avoir un FSNC bis et prendre part au municipal législatif. Des choses comme ça, c'est des choses que Tananji attend. Tananji est tout disposé. Il peut même les aider à créer un second parti politique. Ça, c'est ce bicéphalisme qui est en train d'être presque préparé. L'autre élément qu'on peut se lever, je l'ai rappelé, c'est la déception. On a connu le cas Sélestin Djamène, on a connu le cas de Maître Ndoki, et forcément, vous avez des gens qui ont lourdement misé sur le parti Chiroma aujourd'hui. Lorsqu'on leur dit qu'il est totalement interdit de prendre part au projet municipal, et bien là, vous créez de profondes frustrations. Dimitri Toko, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le FSNC obtiendra en boycottant ce double scrutin? On a l'expérience du MRC qui est encore fraîche dans les mémoires, ce boycott du double scrutin municipal et législatif de 2020, avec pour conséquence les difficultés qu'il y a eu à présenter un candidat lors de la dernière élection présidentielle. La question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que le parti obtient en n'allant pas à ce double scrutin? Vous n'êtes pas du FSCC, mais évidemment, mais comme analyste politique, est-ce que les stratégies de boycott sous nos cieux ont des résultats probants? La question qui devrait être posée, c'est qu'est-ce que le FSNC perd en n'allant pas à ces élections-là, finalement? Je pense que Maître Alice Combe vient décrire une situation politique et juridique au Cameroun. Issa Chiroma Bakary a remporté l'élection présidentielle au Cameroun. Je ne sais pas comment on fait pour faire la politique sans dire la vérité. Je ne sais pas comment on fait pour faire la politique sans dire la vérité. Je ne sais pas comment on fait la politique sans prendre, n'est-ce pas, sur soi, je parle de tous les acteurs, de faire le bilan, de dire, n'est-ce pas, la part de vérité sur ce qui s'est passé. Sinon, dans toutes les conséquences de ce qui s'est passé, Issa Chiroma pense, et il a raison, qu'il est le président de la République du Cameroun aujourd'hui. C'est exactement dans cette posture qu'était Maurice Kamto en 2018, et il avait raison. Il a eu raison, pourquoi? Parce que ça sert à quoi d'aller à ces élections? En réalité, la participation au système, n'est-ce pas, après des élections comme ça, procède de quoi?
le fait de ce qu'il n'a qu'à obtenir le changement, l'opposition s'est souvent résolue à repenser cette stratégie, c'est-à-dire à renoncer à cette ambition-là et à penser à n'est-ce pas, acquérir des strapontins politiques, n'est-ce pas, pour contenter un certain nombre d'apparatchiks de ces partis-là. C'est ça la réalité historique de ces choses-là. Parce que, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est devenu l'UNDP, le FDF aujourd'hui? Je peux vous dire qu'en 92, l'opposition avait 92 députés. En 2018, l'opposition participant, n'est-ce pas, au jeu institutionnel, a été réduite à 71 députés. En 2022, l'opposition ne représentait que 31 députés. En 2017, l'opposition a été réduite à 27 députés. En 2013, cette opposition était réduite à 32 députés. Et en 2020, on avait 27 députés de l'opposition. Voilà la réalité politique, n'est-ce pas, de cette situation. En réalité, c'est un jeu qui permet de phagocyter ces forces politiques, de les absorber, de les manger. Le MRC est arrivé très fort en 2027. Pourquoi? Parce qu'il s'est installé dans cette situation d'assaise-là, d'assaise politique, qui lui a permis de se muscler, d'accroître son crédit, de s'étendre, et donc de devenir très très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que Maurice Kamto a été exclu. Parce qu'on savait qu'inéluctablement, participant aux élections, il allait remporter ces élections. Parce qu'il s'est mis en marge de cette coopération-là, de cette potion démocratique que les opposants que nous appelions finalement les opposants de l'opposition. Parce que c'est comme ça que dans le jeu, ça s'est traduit. Parce qu'on a vu comment le PCAN, le SDF, étaient devenus frontalement des opposants du MRC. C'est exactement la même situation. D'accord. Merci. La vraie question, c'est... Oui, vous concluez s'il vous plaît, oui. Oui, donc la vraie question, c'est que est-ce que les partis d'opposition sont capables, n'est-ce pas, dans la durée, de tenir dans cette posture-là? C'est un problème d'apparatchik, c'est un problème d'appareil. Parce qu'en réalité, il ne faut rien attendre d'une participation, n'est-ce pas, de l'opposition camerounaise au jeu politique tel qu'organisé par la RDPC. D'accord. Personne. Mais est-ce que sur le plan du réalisme, n'est-ce pas, un certain nombre de partis peuvent, n'est-ce pas, tenir dans cette position-là? C'est ça, c'est le chantage, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'acteurs de la base qui pensent qu'à défaut du changement, ils doivent espérer leur propre changement. Qui fait que la pression dans ces partis-là, aujourd'hui, est extrêmement forte et, n'est-ce pas, a tendance à amener la hiérarchie des décideurs du parti à participer au jeu électoral. Ce n'est pas pour le changement, absolument pas. Jean-Marie Emombaneni, je brûle l'envie de vous poser cette question. On comble le temps du boycott de ce double scrutin en faisant quoi? Quels impacts faut-il attendre et quels moyens le FSNC va mobiliser pour atteindre des résultats probants au bout du boycott? Dans les esprits, on a encore le cas du MRC avec le double scrutin boycotté en 2020, avec les conséquences qui en ont découlé. Comment est-ce que on comble ce temps, ce vide qui va se créer politiquement? Écoutez, je vous réponds tout de suite, Donald. Vous savez, en politique, le temps appartient à celui qui tient les manettes. Et le temps n'est pas un temps classique, c'est-à-dire une addition de plusieurs minutes, de plusieurs heures, de plusieurs jours. Non. On sort d'une élection présidentielle où, manifestement, la volonté du peuple n'a pas été respectée. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a déclaré un candidat vainqueur. Ce candidat a prêté serment. Et le calendrier électoral, s'il avait été respecté, on ne parlerait pas des élections municipales et législatives à venir. On attendait au moins 5 ans.
Sauf que ça a été fait à dessein parce que, comme j'ai dit souvent, c'est celui qui tient les manettes qui dicte de la loi. Aujourd'hui, vous avez le FSNC dont le leader, comme en 2020, décide de ne pas aller aux élections municipales et législatives. Est-ce qu'on devrait penser que le parti va prendre, pas le parti va prendre gouvernement, mais est-ce que l'intérêt supérieur qui est mis en avant ici est de nature à préserver, du moins, et qu'il resterait de la crédibilité du parti? Ça, c'est fondamental et c'est assez vrai. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le camp d'en face n'est pas, comment je le dis, on n'est pas à l'église. Ce ne sont pas des enfants de père. Ils ne vont pas à ces élections pour penser que ce qui s'est passé en 92, où le président a failli perdre la main au niveau de l'Assemblée, va se répéter. Cette volonté populaire souvent se heurte à ce que mon prédécesseur a appelé ce marchandage-là avec certains partis d'opposition qui, eux, acceptent de jouer le jeu du régime et donc rendent plus ou moins crédibles ces élections-là qui, en réalité, ont perdu en crédibilité. Je prends un cas simple. En 2024, le MSC décide de ne pas aller aux élections municipales et législatives. Le MSC évoque pour raison plusieurs choses, c'est-à-dire la guerre aux Nozo, c'est-à-dire rétablir la vérité des urnes de 2018. On est dans la même configuration aujourd'hui. Je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto décide de ne pas aller aux élections, le professeur Maurice Kamto sait qu'en face, le régime a une volonté, c'est-à-dire celui de démontrer à l'opinion nationale, mais évidemment à l'opinion internationale, que celui qui prétendait avoir gagné l'élection présidentielle n'a pas pu obtenir la majorité, par exemple, au Parlement. Or, vous avez une administration qui joue le jeu du régime. Et donc, il devient difficile pour un leader qui prétend avoir gagné une élection présidentielle de présenter des listes partout où il estime avoir un vote favorable. Et donc, le système en place qui verrouille tout va s'arranger à ce que ce parti soit réduit à sa plus simple expression. À partir de ce moment-là, on va vous dire que le FSNC qui prétendait avoir gagné l'élection présidentielle n'a même pas pu obtenir 20 sièges ou 30 sièges. Est-ce que ça fait donc sérieux? À partir de ce moment, le parti perd en crédibilité. Or, la logique du boycott ici n'est pas simplement de dire qu'on ne va pas aller aux élections, mais c'est de démontrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il y a une élection précédente qui est passée, un candidat estime avoir gagné cette élection, et le système en place veut laisser la vie continuer de manière naturelle, donnant l'impression que l'élection présidentielle est derrière nous. Le leader, c'est lui qui dicte la politique, avec son directoire. Il est vrai que les militants peuvent se sentir heurtés, comme ça a été le cas en 2020, en estimant qu'ils font la politique également pour faire carrière, et donc il n'y a pas de raison que leur carrière soit prise en otage par le leader qu'ils ont suivi, qu'ils ont peut-être voté. Mais non, il ne s'agit pas d'une affaire de parti seulement. Il s'agit des Camerounais, il s'agit des millions de Camerounais qui vous font confiance, qui vous accompagnent. D'accord, c'est entendu. Donc vous avez un minimum de compassion vis-à-vis de ces Camerounais-là. Et donc cette compassion-là, vous la manifestez en écoutant le son qui vient également du peuple. Est-ce que nous allons pour faire plaisir ou pour nos ambitions personnelles, ou alors nous allons parce que nous sommes convaincus que cette fois-ci, le système en place va mettre un jeu clair qui nous permettra, si on a gagné, d'être déclaré vainqueur. Non, on n'a aucune garantie. Voilà. Ismaël, donc vous êtes du FCC, le Front Camerounais pour le changement, le parti de Jean-Michel Muthieu. Vous allez à ces élections législatives et municipales à venir. En écoutant les uns les autres, certains vous demanderont, vous y allez alors qu'on sort d'une élection où les résultats sont sujets de controverse, où le candidat déclaré élu est contesté, la légitimité est contestée,
où la volonté du peuple n'aurait pas été respectée. Vous-même, vous l'avez dit au sein de votre formation politique, le FCC, la question qu'on peut donc vous poser, c'est est-ce que vous y allez pour accompagner le pouvoir? Quels sont les éléments qui vous disent que c'est la bonne option à voir, c'est-à-dire concourir à ce prochain scrutin, à ce double prochain scrutin, voilà. Voilà, Brice, merci. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les précédents panélistes et puis je voudrais avant faire un petit commentaire parce qu'il faut que les Camerounais comprennent la position du FSNC et son président, parce qu'il faut rappeler aux Camerounais que ce n'est pas la position du président Issa Tiroma, c'est la position du FSNC portée par son président, parce que qui veut aller à cette élection doit recevoir une lettre d'investiture signée du président Issa Tiroma. Tout à fait. C'est désormais la position du parti et non la position du leader. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut rappeler aux Camerounais. Et rappelons également aux Camerounais que la position donc du FSNC est une position qui est très cohérente avec ce qui s'est passé depuis le 12 octobre. C'est-à-dire que le parti choisit de rester dans la cohérence. Vous ne pouvez pas être en train de revendiquer la victoire d'une élection qui vous a été volée. Et après, allez, c'est un peu comme si vous dites que quelqu'un vous arrache votre téléphone et après, il veut vous l'emprunter pour appeler votre femme et lui dire que vous n'avez plus de téléphone. Ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est vous qui avez remis le téléphone au bandit. Et non, il faut qu'on fasse un peu attention. Et j'ai entendu quelque chose de grave. Ceux des militants de ce parti qui vont exprimer un certain désarroi ou bien un mécontentement, rassurez-vous, ils n'ont jamais été militants de ce parti. Parce que, vous savez, être militant, c'est suivre la ligne politique du parti et être convaincu. Alors, lorsqu'on n'est pas... On a pris un cas avec certains anciens du MRC qui sont effectivement des petits branleurs politiques, je les appelle comme ça, parce que parmi eux, il y en a avec qui on était dans une formation politique que nous avons... Le SDF, en l'occurrence. Alors, ils ne sont pas des militants. C'est des petits, je dis des personnes qui veulent profiter des situations et des occasions, simplement. Parce que si vous demandez à Célestin Jamel la raison pour laquelle il a quitté le SDF, en fait, c'était ça. Oui, si revenons à la question. Pourquoi vous, du FCC, vous allez à ces élections législatives? Alors, nous participons à cette élection simplement parce que nous pensons... Avec ce code électoral qui est dénoncé, critiqué, la guerre aux eaux qu'évoquait Maurice Kamto en 2020 continue avec ce massacre qu'on vient d'évoquer. Quelles sont les conditions qui vous permettent de dire il faut y aller? Bon, voilà, parce que nous croyons en ce que les Camerounais ont, une fois de plus, après 2018, écouté le son de notre cloche. Et pour cette fois-ci, nous pensons, et nous sommes d'ailleurs convaincus que les Camerounais, comme ils l'ont fait, avec le soutien spontané pour le président Issa Tiroma, ils vont suivre la dynamique de l'APC. Parce que vous savez, tout en parlait de frustration. Vous pensez que pour avoir écarté le professeur Maurice Kamto, les Camerounais ne seront pas autant frustrés que de voir que le FSS n'ira pas aux élections? Non. En fait, c'est en solidarité aux actions, à la décision prise par le FSNC, que nous voulons participer à cette élection, effectivement, pour apporter ce son de cloche et ce son d'espoir. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsque nous allons rentrer à l'Assemblée et que nous serons majoritaires, nous aurons l'occasion de renverser le pouvoir et puis peut-être de remettre les choses à leur place, de permettre au président Issa Tiroma de revenir au Cameroun et puis pourquoi pas de reprendre le siège qui est le sien si les choses nous sont favorables. Nous n'allons pas à cette élection pour accompagner le pouvoir ou bien pour, comme dirait quelqu'un, légitimer. Non. Et nous refusons que les Camerounais suivent le discours des gens du pouvoir. Parce que hier, avec le MSC, ils ont dit on conteste de l'intérieur et non de l'extérieur. Maintenant, la position du FSNC, nous disons, est légitime. Mais, et nous autres, qui n'avons pas participé à cette élection parce qu'on nous a écartés, nous voulons aller une fois de plus, et à ce moment précis, rappeler au pouvoir que, en fait, s'ils ont honteusement écarté le président, la candidature du président, du candidat Maurice Kamto, et s'être pris autant
au président Anissé Ikane, nous sommes ici pour restaurer la mémoire des choses, ce qui s'est passé aux élections de 2025. Et notre participation à cette élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de rassurer les Camerounais de ce que tout est encore possible et nous allons le faire pour libérer les Camerounais, puisque eux-mêmes le disent, le pouvoir le plus important est le pouvoir législatif. Alors nous allons là-bas, nous demandons aux Camerounais de nous accompagner là-bas. Parce que cette fois-ci, la différence avec l'élection présidentielle, c'est que l'élection municipale, qu'on appelle encore l'élection locale, est plus facile à contrôler et à gérer sur le terrain. Donc, on n'aura pas à regrouper les résultats et aller donner à quelqu'un qui est assis simplement pour attendre qu'on lui dicte ce qu'il va lire. Nous-mêmes, nous allons le faire comme nous l'avons fait hier. Si ils essayent sur le terrain, on n'aura plus affaire ni à Tangadi, ni à Clément à Tangana. Ces gens auront affaire à nous sur le terrain comme ça a été sur le principal. Aloïs Onana, vous qui dites ne pas comprendre, ne pas être forcément enthousiaste à l'idée de boycotter ces prochaines élections, lorsqu'on regarde également la réalité de nos institutions aujourd'hui, c'est-à-dire le Parlement par exemple, où les députés vont siéger, les conseils municipaux, on peut constater que souvent ils n'ont pas ces acteurs élus-là, tous les manettes n'ont pas de marge de manœuvre suffisante pour influencer les conditions de vie des gens. Au départ, déjà, parfois, certains constatent que le pouvoir choisit parfois les zones dans lesquelles l'opposition compétit. Est-ce que tous ces éléments également ne sont pas de nature à dire il faut rester en retrait? Il y a une chose qu'il faut souligner, que je vais encore peut-être marteler, c'est que la patience en politique finit très souvent par payer. Abdoulaye Wade crée son parti en 1974 pour accéder au pouvoir en 2000. Pratiquement 20 ans, 26 ans dans l'opposition. Il aurait pu logiquement abandonner. Vous avez posé une question, je crois, Dimitri. Que perd FSMC en boycottant? Il perd justement la possibilité à pouvoir compétir la prochaine fois. On fait comment demain pour avoir des candidats à la présidentielle si jamais il y a compétition? On va droit vers un second débat impératif. Le mandat impératif. Il leur faudra trouver un autre parti, comme on appelait ça ici, le parti Yambo. Donc c'est vers ça que moi je vois le parti en train d'aller. Et là, ça ne peut qu'arranger le parti au pouvoir, puisque vous aurez demain les mêmes difficultés à trouver un parti qui va vous accompagner à pouvoir avoir un candidat. Donc, quand je disais que j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas beaucoup tenu compte des paramètres antérieurs qu'ont connu d'autres partis, et que je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez évoqué, et ce qu'évoque le communiqué du président Chiroma. Oui, le conseil à Tangana est encore en place, oui, elle est quand même encore en place, mais alors, vous avez été candidat à le présenter avec ces codes-là, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas peut-être faire abstraction de tout cela et laisser les vôtres être maire ou être député? Parce que si jamais, ce qui fait peur à Paul Biya, c'est davantage la perte de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez qu'en 92, justement, quelqu'un l'a rappelé là à l'entame, mais il s'est rapproché de Belpo Maïgari parce qu'il avait justement peur et du MDR. Donc aujourd'hui, quand on se maintient dans le boycott, on envoie un message clair, c'est comme s'il y avait un deal dissous ou confus entre le parti au pouvoir et ces partis qui réussissent à s'imposer dans l'opinion et qui, paradoxalement, refusent d'aller au municipal. On l'a connu en 2018, en 2020. Nous voici également en train d'y aller. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Maître Aliscom, est-ce que vous ne craignez pas de démousser l'enthousiasme de ces milliers de jeunes qui commencent à retourner sur le champ politique avec l'espoir d'eux-mêmes arriver au sein des institutions et de changer leurs conditions de vie, des Camerounais? Beaucoup d'entre eux semblent revenir sur le champ politique. En témoignent ces nombreuses inscriptions sur les listes électorales qu'on a vues ces dernières années. En témoigne cet intérêt que les jeunes portent de plus en plus au débat politique. Est-ce que vous n'émoussez pas leur enthousiasme en vous écartant des élections de proximité que sont les législatives et les municipales? Maître Aliscom?
Alors, est-ce qu'elle nous entend manifestement? Allô? Oui, maître. Oui, est-ce que vous avez suivi la question? Oui. Voilà. Et moi, je parle à- Oui, est-ce que vous ne courez pas le risque de décourager ces milliers de jeunes qui commencent à regagner, à retrouver le goût de la politique? Mais ce qui va émousser la volonté des jeunes, c'est l'immense machine de fraude qu'ils vont trouver en face. Oui, ils vont se dire, si on y va, si cette machine a pu écraser un monument comme le président Kanto, ils l'ont déformé complètement. Nous, on va faire quoi? Donc, il faut peut-être qu'on s'en prenne d'abord aux fondamentaux d'une démocratie, c'est-à-dire au respect obligatoire de la volonté du peuple qui exerce le pouvoir souverain et qui pousse ces gens-là à Yaoundé vont demander cette légitimité pour le président de la République. Il faut apprendre aux enfants qui est quoi et qui fait quoi, et que disent nos textes dans le monde entier. Que signifie le mot démocratie? Comment est-ce qu'on exerce le pouvoir souverain du peuple? Il ne faut pas masquer les réalités fondamentales parce qu'on ne veut pas émotionner. Non, les jeunes ne sont pas idiots. Ils comprennent parfaitement où est le danger. Qui est le danger? Tous ces jeunes-là ont été à l'école. Ils savent que parmi eux, il y avait des enfants qui passaient dans les classes supérieures par la fraude. Et ils savaient qu'ils ne fréquentaient pas ce genre d'individus quand ils voulaient être premiers de la classe. C'est la même chose. Ces jeunes ont bien vu que le président de la République actuelle n'est pas sortant en fait, n'est pas celui qu'ils ont choisi et que leurs parents ont choisi. Qui va répondre à leurs questions? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les vraies questions et ce sont les vraies réponses qu'il faut servir à nos enfants et à nos jeunes. Ce n'est pas les mensonges et les faux semblants. C'est quel pays là qui veut se construire sur du faux, sur du bling-bling, sur des anti-valeurs mondiales? Comment vous pensez qu'on doit continuer? Vous allez dire à votre enfant, oui, tu as fraudé, tu as triché, c'est très bien, on m'a rapporté les faits, mais tu as quand même eu ton examen. C'est bon. Nos parents disaient le contraire. Si tu fraudes, on te frappe et on te punit sérieusement à la maison, en plus de l'éventuelle punition que tu as eue à l'école. Bon, maintenant c'est une nouvelle école, vous dites non, façon. Les gars ont fraudé, mais c'est pas grave. On va leur donner le diplôme. Et vous êtes surpris que le Cameroun est en train de plonger dans la boue internationale. Les traités, c'est ces principes-là. La démocratie, c'est quelque chose qui regarde tout le monde. Vous voyez qu'aujourd'hui, le président Trump, pour justifier toutes ses actions, il va défendre le peuple chez les dictateurs qu'il a punis. Parce que c'est la seule voie. Il va dire que ce monsieur est un dictateur chez lui, il a volé son peuple, je le sanctionne en tant que grand frère. Et tout le monde va dire, pardon, viens aussi frapper mon président, parce que lui aussi est comme ça. Voilà ce que les gens disent en bas. Comment on peut marcher la vérité tout le temps? Marcher avec le mensonge, traduire ou transmettre ce mensonge devant à ses enfants de génération en génération. Comment on justifie ça? Le parti au pouvoir, on sait que c'est un despote. On sait que c'est un massacreur de la démocratie. Il n'est pas là depuis 43 ans parce que les Camerounais, ils n'ont même pas fait sa campagne électorale. D'accord. Nos enfants ne l'ont pas vu. Et oui, nos enfants ont rempli la route et les stades quand le président légitime a fait sa campagne. Regardez les images. Ce sont nos enfants qui étaient là-bas. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas la vérité, la réalité légale? D'accord. Merci, maître. Dimitri Touko, je repose la question que j'ai posée à maître Alice, mais sous une autre forme. Je prends un jeune qui a adhéré au MRC en 2019, espérant compétir en 2020, qui voit le parti boycotter le double scrutin de cette année-là, qui peut-être démissionne, se retrouve à FSNC.
pour les besoins de la cause. Une fois encore, le FSNC ne va pas aux élections qui sont annoncées. Est-ce qu'on ne va pas vers une génération qui est désenchantée et qui se dit ça ne sert plus à rien de militer dans la formation politique, parce que de toutes les façons, dès qu'un parti politique devient un parti de notoriété, d'envergure au Cameroun, il décide de ne plus aller aux élections. Est-ce qu'on ne vivra pas une désaffection vis-à-vis des partis politiques? Mon cher Donald, votre question ainsi formulée voudront dire qu'on va en politique et comme ça se fait au Cameroun pour loger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que signifie votre question. Ça veut dire qu'on va pas en politique pour défendre des valeurs, pour construire une société, on va en politique pour manger. Et c'est ça le nœud, n'est-ce pas, problème. On est dans une situation dans laquelle une élection s'est tenue, et je reviendrai sur mon propos précédent, la vérité électorale. Il y a des interférences, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, ça fait des interférences. Alors, oui, alors, je pensais que c'est vous-même. Alors, ça doit être Maître Liscom ou Jean-Marie, voilà. Alors, c'est bon, allez, continuez, c'est bon. Voilà, ça va mieux. Je disais donc qu'on est dans une situation dans laquelle la vérité électorale n'est pas portée, est frileusement portée par un certain nombre d'acteurs. Il faut le dire, ça a été la même situation en 2018. Maurice Kamto s'est trouvé isolé, n'est-ce pas, dans le cercle politique de l'opposition. On a vu se constituer une opposition dite de la légalité républicaine, à la tête desquelles on voyait Joshua aussi, Cabral Libi, Espoir Matomba, etc., qui travaillaient à isoler Kamto dans cette posture, n'est-ce pas, de rupture-là. C'est ce qui malheureusement risque de se passer en réalité. Parce que qu'est-ce que le pouvoir fait? Le jeu stratégique du pouvoir, c'est quoi? C'est d'isoler Issa Chilombo Bakary, c'est-à-dire que de contenir, n'est-ce pas, cette revendication de la victoire dans un espace politique extrêmement réduit. Et pour cela, le pouvoir a tout intérêt à encourager de manière assez massive une participation de tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, être de l'opposition au jeu, n'est-ce pas, électoral. Et là, on va déboucher sur... Et vous allez voir, vous voyez, ça commence déjà à se faire dans l'opinion. Sur cet affrontement entre cette opposition dite de la légalité républicaine, c'est-à-dire les légalistes, on a vu, n'est-ce pas, dans la législature qui est en train de terminer, n'est-ce pas, les gens se gargarisent de ce qu'ils étaient élus, ils étaient à l'Assemblée, et que le MRC qui n'avait pas d'élu ne représentait rien, etc. On va vers ce genre de schéma dans laquelle finalement la valeur politique, l'existence politique se fait par l'élection, n'est-ce pas, du dictateur, c'est-à-dire par le choix du dictateur. On est dans ce schéma-là. Mais et pour quel but, pour quel résultat finalement? Parce qu'il faut qu'on dise les choses de manière assez précise. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de la participation du jeu électoral. Les gens doivent aller à l'élection, mais pour faire quoi? Pour changer quoi? Historiquement. Et ça, je souhaite que vous me donniez quelques minutes pour faire cette petite analyse-là. Historiquement, la participation au jeu électoral de l'opposition camerounaise a contribué à liquéfier littéralement ces partis-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se fait que cette participation permet à ces partis d'avoir des maires, des députés, etc. À l'Assemblée nationale, il y a des corridors, des vrais corridors, n'est-ce pas, de collaboration, de opposition avec le pouvoir qui se fait, et une forme de copinage politique qui se fait. Je dis, j'étais un acteur de terrain, je sais de quoi je parle. Je prends un exemple pour donner un peu plus de vie, n'est-ce pas, à ce propos.
vous êtes député du Vouri. Vous avez un opérateur économique important dans le Vouri qui vient vous voir et vous dit vraiment j'ai du mal à me faire payer mes factures. À l'Assemblée nationale, vous croisez le ministre des Finances, vous lui dites monsieur le ministre, il faut qu'on se voit. Il dit ah ben tiens, c'est l'occasion quand même de ramener un peu le député, un député d'opposition dans le jeu. Il passe me voir au bureau. Et puis il leur donne le paiement de cette facture-là. Voilà comment progressivement cette espèce de clivage politique, de clivage positif, qui fait que finalement est dilué dans une espèce de famille, n'est-ce pas, d'élus, de famille d'élus, de famille de ceux qui sont finalement dans la mangeoire, dans toutes ces déclinaisons. Au niveau local, Émile, il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une forme se crée dans les partis politiques de nouveaux pôles de pouvoir. De nouveaux pôles de pouvoir qui sont concurrentiels à des unités, n'est-ce pas, politiques de ces partis-là, parce que le responsable local du parti, cherchant lui aussi à devenir maire et député, se retrouve en train d'affronter, n'est-ce pas, politiquement, le maire élu de son parti ou le député de son parti. Donc le parti se consume ainsi dans des espèces de guerres fratricides, se liquéfie et vient beaucoup plus faible à l'élection d'après. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous voyez les élections, n'est-ce pas, j'ai tout à l'heure exposé les chiffres. Ça ne procède pas simplement de la fraude, ça procède aussi de la fraude du RDPC, mais ça procède également du fait que la participation au jeu électoral a pour mission essentiellement, a pour conséquence d'édenter complètement ces partis-là qui viennent faibles, n'est-ce pas, à ces échéances. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le MRC, s'il est arrivé très fort, comme on l'a vu en 2025, c'est parce qu'il y avait cette fin-là. Il y avait cette fin, n'est-ce pas, de tous ces acteurs qui n'avaient pas leur petit bout de changement dans la poche et qui ne rêvaient plus du grand changement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ça la situation. Donc, les acteurs travaillent sur le terrain à étendre le parti, à s'imposer, à faire, n'est-ce pas, à partager le rêve du pouvoir suprême avec tous les militants, ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, quand viennent ces situations. Je vous rappelle d'ailleurs que le seul élu que le MRC avait eu, le député que le MRC avait eu, Lazare Swap, à l'époque. Il a été contraint de l'exclure. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette situation d'élu, il y a comme une forme d'émancipation même à l'ordre partisan. Ça devient extrêmement compliqué de gérer cette aristocratie d'élus qui débarquent comme ça dans des pratiques fragiles dans une démocratie. Ok, on a été interrompu, on va le retrouver, nous l'espérons, Dimitri, mais on va d'abord l'interrompre là parce que la parole... D'accord, c'est entendu. Oui, oui. Parce que ça se reposera surtout que c'est encouragé par le pouvoir, parce que le pouvoir, se rapprochant de ses élus, qui s'est rapproché également de lui, travaille à ce que ces élus s'émancipent de leur parti politique, et c'est ainsi que diluer l'idéal de changement dans, n'est-ce pas, de petits... Des petits calculs, c'est compris. Alors, Jean-Marie Bandeni, scrutons un peu l'horizon. On a une présidentielle prévue en 2032. L'avenir est incertain. On a un chef d'État qui est âgé de 93 ans en 2026, qui entame à peine dans un mandat de 7 ans, qui doit s'achever en 2032 avec une nouvelle élection présidentielle. Certains disent qu'il faut être présent sur le plan institutionnel pour vivre et impacter sur le cours de l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce n'est pas mal pensé, Donaldis, étant donné que vous faites bien d'évoquer l'âge du président. Cela supposerait, si j'ai bien compris votre question, qu'il peut arriver que le président n'achève pas ce mandat-là. Et comment ça va se passer? Est-ce que être hors du jeu du pouvoir va vous permettre de rebondir de même manière,
se passer. Les collaborateurs du chef de l'État qui, naturellement, ambitionnent de maintenir le cap, de maintenir ce système-là, ou alors de poursuivre l'œuvre du chef de l'État dans sa mission régalienne, c'est-à-dire, à mon humble avis, travailler contre le peuple et contre ses choix, parce que le peuple a le sentiment que les gouvernants n'écoutent pas le son qui vient de la base. Et donc, lorsque vous avez des leaders qui estiment qu'ils ont bénéficié, par exemple, du choix du peuple et qui pensent qu'ils peuvent marchander ce choix-là, c'est pourquoi vous voyez que certains partis politiques tendent à mourir. Ce n'est pas dans l'élection qui vous donne la capacité à pouvoir porter les aspirations du peuple. C'est le peuple qui vous choisit. On est sorti d'un précédent. Vous avez le professeur Maurice Kamto qui était le point d'étendard de la volonté populaire du changement, qui a été lâchement et brutalement écarté de l'élection présidentielle. Ce peuple-là n'a pas reculé. Le peuple est allé chercher un autre leader qui, pour lui, portait au mieux ses aspirations. Le peuple n'a pas cherché à savoir si ce leader est à l'Assemblée nationale, s'il a 7 maires ou 40 maires. Le peuple a dit on choisit un homme. Et c'est cet homme-là qui va conduire nos aspirations. D'accord. Je vous rappelle en passant que personnellement, j'ai communiqué pour le candidat Issatio Massa être militant de son parti. Tout à fait. Parce que j'avais été appelé et j'ai estimé que comme il était mon choix, il était tout à fait normal que je porte sa communication auprès de l'opinion. Ce qui est important ici, ce n'est pas la succession des événements qui fatalement vont arriver, mais c'est cette capacité-là à se régénérer. Et lorsque les politiques vont prendre en compte la volonté populaire qui est le véritable parti politique, parce que c'est le peuple qui vous fait et c'est le peuple qui vous défait. D'accord. Que vous ayez un parti politique qui s'appelle RDPC, FSLC, MRC, FCC, PCRN ou SIF, tant que vous n'avez pas la volonté populaire qui vous porte, vous ne valez absolument rien. Ismaël, donc, on voit très bien que l'opposition va à cette élection, ira à ces élections une fois encore divisée. Les questions de la division de l'opposition au Cameroun sont des questions presque séculaires, entre guillemets. Je vous rappelle cette sortie de Maître Timba Moro qui a récemment appelé à un front commun de l'opposition construit autour de Issa Thiarouma Bakary et de Maurice Kamto pour, dit-il, envahir les institutions, c'est-à-dire le Parlement et les conseils municipaux. Cet appel-là n'a pas été entendu, donc, si on s'en tient à cette déclaration récente de Issa Thiarouma Bakary. Ça signifie que vous irez à cette élection prendre quelques sièges de députés et de conseils municipaux. Est-ce que vous pourrez impacter sur la vie nationale avec ça? Il faut d'abord rappeler aux Camerounais que la scène politique camerounaise est faite de beaucoup d'aventuriers, ça il faut le dire, parce que quand on parle d'aventuriers, c'est qu'il y en a qui ne sont pas par conviction. Il faut rappeler aux Camerounais. Maintenant, le pouvoir s'arrange très souvent à fabriquer eux-mêmes leurs propres opposants qui viennent gêner le jeu politique camerounais. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des opposants de l'opposition. Maintenant, parce que nous avons vu ça venir depuis, vous vous souvenez que la création de l'APC a été faite par le FCC et le MRC pour porter la candidature du professeur Maurice Kamto à ces élections de 2025, à la suite de laquelle elle a été lâchement et honteusement écartée. Et je voudrais rappeler aux Camerounais qui suivent l'actualité, rendez-vous compte que c'est après le boycott que la cote du MRC et du professeur Maurice Kamto est montée au sein de l'opinion, à tel point que le Manidem n'a pas trouvé une autre option que d'investir celui-là qui portait effectivement les aspirations du peuple et montrait
le plus de chances. Oui, ma de question c'est, remporter ce front cette élection. unique espéré dans On l'opposition ne n'aura peut pas pas lieu. avoir... Non, c'est pas qu'il n'aura pas lieu. Le front unique est déjà là. L'APC, l'Alliance politique pour le changement que nous avons créé depuis 2023 autour de la candidature du professeur Maurice Kamto. Alors, en 2020, à cette élection législative et municipale, nous allons également avec l'APC. Et l'APC est une plateforme qui est déjà constituée d'hommes politiques, d'hommes de culture, d'hommes de sciences et d'intellectuels bien constitués. Donc, ceux des partis politiques qui pensent être sérieux et veulent suivre, par exemple, la voie tracée par doit vous rejoindre. le maître tout C'est à l'heure, attendu. doit rejoindre cette plateforme. Merci. Parce que jusqu'à présent, elle est la seule qui est restée constante et qui est composée d'hommes politiques camerounais et d'hommes de sciences, d'hommes de culture les plus sérieux. Le professeur Maître Alice, comme par exemple, est membre de la plateforme. Merci. Et je voudrais demander... Vous chutez parce oui, qu'on je voudrais demander donc aux partis politiques, parce que c'est quelque chose que vous demandez aux partis politiques, de faire vivre les écoles des cadres. Merci. On prend la pause, on revient. L'école des cadres. L'école. Alors pour cette partie, nous donnons l'occasion aux auditeurs de réagir face à cette thématique. Aussi 70 54 70 49 et aussi 56 62 22 22. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? oui, c'est Damiana, il y a plein de choses. D'accord, on vous écoute. Depuis que la Cour constitutionnelle a pris le temps d'octobre, même les Camerounais ne sont pas allés. La société est crispée. Les citoyens sont tristes. Quand vous marchez, vous regardez dans la rue, vous voyez, il n'y a pas le bonheur là, il n'y a pas dans les citoyens camerounais. Je ne sais pas si vous souhaitez faire cela, mais c'est vrai que je voudrais dire pour le bien-être de la société. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous également. C'est toujours aussi 70 54 70 49 et aussi 56 62 22 22. Auditeur au bout du fil. Ok, il n'y a pas d'auditeur. En attendant, on va toujours continuer à donner nos codes d'accès. Auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis Augustin du plan à faire. D'accord, on vous écoute. Ok, bon, concernant les élections au Cameroun, le RDPC a déjà fait tellement de mascarades que les Camerounais ont perdu le goût des élections. Mais qu'à cela ne tienne, les Camerounais essaieront de prendre un peu l'exemple de Sadio Mané hier. Il n'est jamais abandonné. Et il n'est jamais abandonné ne veut pas dire que le président Chirouma est obligé d'aller aux élections. Le président Chirouma, puisqu'il est en pleine revendication actuellement, il peut ne pas aller aux élections, mais comme je suivais le représentant de l'APC sur votre plateau tout à l'heure parler, ils pourront vraiment se présenter. Puisque en jetant complètement l'éponge, ça permet vraiment au RDPC de continuer à pomper les torses et de nous malapter comme ils veulent. Donc ceux qui pourront se présenter à ce double scrutin qui arrive, qui se présentent, et parmi ceux-là, nous, on peut jeter notre dévolu sur quelqu'un comme les Camerounais ont jeté leur dévolu sur Chirouma. Il y a de ça 6 mois, quand tu parles de Chirouma, aucun Camerounais ne peut prêter attention. Donc on peut aussi donner la chance à quelqu'un d'autre qui pourra se présenter à ce double scrutin et ça change tout la donne. n'est jamais abandonné. On a vu avec le Sénégal hier, ça a payé. Bonne journée. D'accord, merci pour cette belle intervention. Auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour.
Vous nous appelez Je d'où? manipule de doigts là. Bien évidemment, on vous a reconnu. Allez-y. Oui, oui, donc, j'ai suivi l'émission. Donc, on a évoqué. Allô? Bon, ça continue aussi 70 54 70 49 et aussi 56 62 22 22. Auditeur en ligne. Auditeur au bout du fil. Bonjour. Allô, bonjour. Merci, bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? On a du mal à vous entendre. J'appelle depuis un bonjour, je m'appelle Daniel. D'accord. Votre participation. Oui, je suis en train de voir, Thierry a entièrement raison parce que, comme on accuse aussi Maurice Kamto, il avait aussi raison parce que si tu dis non et tu enchaînes la course, ça veut dire que peut-être tu as vu que tu n'avais pas raison. Et si maintenant ceux qui sont derrière lui sont là seulement pour chercher à manger, qui partent derrière le RDPC, il n'y a pas de problème. Un jour, le Cameroun va sortir dans cela. Parce que l'esclavage a existé pendant longtemps, mais c'était fini. Donc, si le RDPC ne rend les Camerounais esclaves dans leur pays, c'est qu'un jour, ça va finir. Ça ne doit pas être éternel. Voici là ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette phase de bonjour chez vous. On va continuer avec les invités. On va conclure puisqu'on a pris beaucoup de temps. Aloïs Onana, votre dernière prise de parole sur les enjeux des années qui viennent au Cameroun. Ce nouveau scrutin est prévu autour de mai prochain. Vous dites finalement qu'il faut y aller, il faut être présent dans les institutions, le Parlement, les conseils municipaux. Mais pour y faire croire, souvent ces députés même se plaignent, voilà, que les projets de texte atterrissent très tard devant l'Assemblée nationale, 15 jours avant la session, c'est ce qui est prévu par la loi, jamais respecté. Dans ces conseils municipaux, est-ce qu'il y a la marge de manœuvre nécessaire pour impacter sur les conditions de vie des gens? On rappelle déjà que souvent la constitution des listes simplement pour concourir pour l'opposition, c'est souvent de la mer à boire. Il y a eu quelques conditions qui ont commencé à faire des gorges chaudes comme la fameuse ACF, que c'était attestation de conformité fiscale. Oui. En fait, moi, je continue à dire que peut-être une petite digression. Si le Sénégal était sorti entièrement du stade hier, il n'aurait pas été vainqueur, n'est-ce pas? Donc, il faut souvent aller jusqu'au bout. On sait pertinemment que la VAR était contre le Sénégal, mais un peu comme Elecam et le Conseil d'Anganation ici, mais ils ont tenu tête. Donc, le Conseil constitutionnel, vous dites le Conseil. Moi, je pense que accepter, je vous dis quoi, légitimer le boycott est une stratégie qui demain décapitera ou pourrait décapiter entièrement le parti. 30 secondes, Ismaël, donc pourquoi y aller à ces élections? Y aller effectivement parce que, comme eux-mêmes le disent, il faut que nous venons concourir avec eux. Et nous allons pour revendiquer le bien-être des Camerounais. Et comme je le disais tout à l'heure, le boycott n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que le SDF l'a fait. Quand le SDF est revenu, il est revenu plus fort. Le MRC l'a fait, il est revenu plus fort. Et vous ne pouvez pas avoir des enfants à la maison. Vous leur enseignez des valeurs comme les valeurs de justice. Et face à une injustice qu'ils subissent, vous leur demandez de plier les chines. Non. Le FSNC a subi une injustice et il est de bon ton que ces gars montrent leur désarroi, qu'ils s'expriment. Vous ne pouvez pas taper quelqu'un et empêcher qu'il pleure. Non, c'est impossible. Maintenant, j'étais en train de dire tout à l'heure que les partis politiques, bien sûr, les partis politiques doivent remettre sur pied l'école des cadres. C'est cette instance des partis politiques qui permet d'inculquer aux jeunes et aux militants les valeurs du parti, les valeurs de la politique et l'engagement politique. Parce que si on n'a pas ça, on aura encore des personnes qui iront dans les partis pour chercher à être des élus, pour chercher de quoi manger. Au Cameroun, la politique, on n'est pas en politique. La politique n'est pas un métier au Cameroun. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Et quand on s'engage, c'est pour un objectif et non pour soi-même. Merci à nos invités de ce matin, Maître Alice Combe qui est avec nous au téléphone, Dimitri Amidé Toucourt en ligne avec nous de Nice en France, Jean-Marie Mombalini en ligne avec nous ce matin également. Merci à Ismaël donc, du FCC qui était en sujet avec nous. Merci à Aloïs Onana, journaliste et analyste politique de l'APC. Voilà, il tient à le préciser.
Merci à Lupego qui était à la réalisation de ce programme. Merci à Cédric Takutio qui assure la liaison avec nos auditeurs en ligne, puisque cette émission était en ligne également. On vous donnera l'adresse demain pour suivre en ligne. Très bonne journée. C'était Bonjour chez vous. À demain. Restez sur Radio Equinox. Très bonne journée.